Les kaiju sont aujourd'hui rentrés dans la culture populaire. Et quand on parle de kaiju, le premier qui doit venir en tête, c'est bien évidemment Godzilla. Maintenant, est-ce que vous savez depuis quand existe Godzilla? Bon, en vrai, si vous avez cliqué sur la miniature, il y a des chances que vous vous y connaissiez en kaiju même plus que moi. Mais faites pas les malins, ok? Et si vous ne le savez pas, sachez que ça fait depuis 1954. Oui, ça commence à faire loin. Personnellement, je voulais depuis longtemps me plonger dans l'histoire de Godzilla et ce monde merveilleux des gros monstres géants, puisque je suis un gros whip fan du Japon. Et quand je découvre des sagas ou des licences, j'aime toujours bien commencer par le début pour pouvoir suivre leur évolution, et constater comment on en est arrivé à maintenant. Je vais donc logiquement revenir sur le commencement de tout, le premier film Godzilla de 1954. A savoir qu'en dehors de ces films, je connais la créature que via la culture populaire et les deux films de Gareth Edwards. Oui, allez-y, moquez-vous, c'est bon. Je demanderai donc aux fans hardcore d'être indulgents, je ne fais que partager mon opinion et ce que j'ai appris en me renseignant un peu sur le genre du kaiju Ega, que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. Donc maintenant qu'on peut stopper les justifications, et on peut revenir sur le propos de la vidéo. Donc Godzilla, d'où ça vient, de quoi parle le film exactement, c'est pas un peu vieux ces conneries, et surtout, qu'est-ce que ça vaut? Et j'en ai pensé quoi du coup? Eh ben on va voir ça très rapidement, mais avant, on commence avec un peu de contexte. Je vais vous faire un résumé assez grossier, par peur de dire de la merde, mais n'hésitez pas à plus vous renseigner si le sujet vous intéresse, et corriger les quelques erreurs s'il y en a dans cette vidéo. Et d'ailleurs je vous mets en description une vidéo très sympa en anglais sur l'histoire du premier film Godzilla, en vous recommandant d'ailleurs particulièrement la chaîne Big Action Bill, et surtout sa série de vidéos sur l'histoire des films Godzilla. Bref, revenons à une époque normalement qu'ici personne ne connaît, la fin des années 40, début des années 50. Mon père ni mon grand-père n'étaient nés, et on sort d'un petit événement de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Et si vous avez suivi vos cours d'histoire, vous savez ce qui s'est passé du côté du Japon, notamment à la fin de la guerre. Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 45, qui causera des centaines de milliers de morts et traumatisera le Japon pour des décennies à venir. C'est l'un, si ce n'est l'événement le plus marquant pour le Japon au XXe siècle, au même titre que Fukushima sera certainement l'un des événements les plus impactants pour le Japon au XXIe. Après cette horreur et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon va retrouver sa vie d'avant, enfin presque. Parce que le bombardement, en plus de traumatiser des familles qui auront perdu des proches là-dedans, il va également forcer les autorités et même les citoyens à se poser plein de questions quant au danger que représente la menace des armes nucléaires, et les conséquences qu'elle pourra avoir sur l'équilibre du monde. Donc comme le meilleur reflet des pensées d'époque reste dans les œuvres sur lesquelles il travaillait, c'est à ce moment, au début des années 50, qu'on va vraiment pouvoir parler de la production de Godzilla. Tout commence avec la société de production de films japonais Toho, notamment connue aujourd'hui pour les franchises Godzilla, et aussi certains films de Kurosawa. C'est au début des années 50 que la Toho va s'intéresser au genre du kaiju Ega, en grande partie grâce à deux films. Le Monstre des Temps Perdus, connu aux États-Unis sous le nom de The Beast from 20,000 Fathoms. Ouais, moi et mon accent anglais, on t'emmerde. Un film qui arrivera dans le pays de l'oncle Sam en 1952. Mais aussi le film King Kong de 1933, qui aura droit à une ressortie mondiale en 1952. Le plus important reste le Monstre des Temps Perdus, puisque Godzilla au départ est presque pensé comme un remake ou une version japonaise de ce dernier, et il pourrait y avoir d'ailleurs pas mal de parallèles intéressants à faire. Sur ce, le projet G, comme Giant de son nom originel, va débuter avec la décision de confier le film à Ishiro Honda en tant que réalisateur. L'écriture va commencer et va très vite se finir, puisque seulement 3 semaines après, le film sera écrit dans les grandes bases, avec pas mal d'intentions, dont une, c'est de faire un film terre à terre sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, et surtout des bombardements nucléaires. Après tout, comme dans Le Monstre des Temps Perdus, la créature Godzilla débarque suite à sa contamination par un missile nucléaire qui la rend pratiquement invulnérable. Le film écrit, le tournage peut commencer, la majorité du long métrage sera tourné dans les studios de la Toho, mais certaines scènes, particulièrement celles sur l'île Dodo, seront tournées dans la province de Shima. Pour ce qui est du plus gros problème technique du film, à savoir la créature, c'est 2 cascadeurs qui vont l'incarner avec un costume. Les 2 cascadeurs étant Haruko Nakajima et Katsumi Tezuka, qui travailleront plus tard de nouveau sur des kaiju. D'ailleurs, gros bravo à eux, parce que ce costume pesait mine de rien 91 kg. Et c'est pas rien. En parlant des effets du film, ils sont gérés par Eiji Tsubaraya, qui à l'origine voulait utiliser de la stop motion, ou l'animation pas à pas pour les anglicides. Sauf qu'il se rendra vite compte d'un truc, c'est que ça va lui prendre des plombes, et que c'est pas réalisable, et coûteux. Mais ça reste quand même le bonhomme derrière tous les gros effets du film, et au vu du travail et du résultat qui a certes un peu vieilli,
ça reste clairement du très bon travail, mais ça on en reparlera après. Et une dernière chose que j'aimerais aborder dans la production du film, c'est sa star, Godzilla, et d'où provient son design. Et ben en fait c'est simple. Bon, déjà il reprend beaucoup de la créature du monstre des temps perdus, mais c'est surtout un mélange de toutes sortes de créatures éteintes comme les dinosaures ou certains reptiles du Jurassique et Crétacé. Le plus important dans son design étant que la créature donne ce sentiment de se réveiller d'une autre époque, mais aussi de gigantisme et toute puissance, comme les dinosaures. Donc après une production un peu chaotique et un gros tournage, le film sort d'abord le 27 octobre 1954 à Nagoya, puis dans le reste du Japon une semaine après. Le film sera un très gros succès, notamment commercial, avec pour budget estimé l'équivalent de 200 000 $, tout en prenant en compte les conversions de l'époque. Et les recettes d'entrée, elles, s'élèveront à pas moins de 2,2 millions $. Le film est donc largement rentabilisé. A noter que pour les occidentaux, et pour cause les États-Unis, ils n'auront pas simplement le film par chez eux. Non, faut bien comprendre que ce que les Américains aiment bien, c'est pas les films asiatiques originaux, non, ils préfèrent les remakes. Donc en 1956, c'est presque une nouvelle version du film que l'on peut considérer comme un film un peu différent qui sortira sous le nom de Godzilla King of the Monsters. Enfin, nouvelle version, oui et non, on peut plus parler d'une sorte de remontage très charcuté. Parce que cette version a la spécificité d'intégrer un personnage principal qui est un journaliste américain venant couvrir l'affaire et qui prend beaucoup de place dans le film. C'est une décision qui est souvent critiquée pour des raisons un peu morales sur le fait qu'un film comme Godzilla, qui parle du cataclysme que fut les bombardements nucléaires, soit réécrit pour mieux coller aux Américains, peut effectivement être maladroit vis-à-vis de l'hommage et du respect des événements qui ont eu lieu il y a moins de 10 ans. De notre côté, on aura un peu plus tard une troisième version, elle aussi remontée, qui essaie un peu de reprendre les éléments des deux précédentes versions. Pour ce qui est des critiques, les occidentaux vont beaucoup aimer le film, mais du côté des Japon, certaines critiques sont mitigées, plus sur la question de l'exploitation commerciale sur le dos d'une catastrophe d'il y a quelques années, mais a posteriori le film fera un carton, rapportera énormément, et fait aujourd'hui partie des films du genre kaiju égal les plus appréciés, surtout dans la franchise Godzilla où il est souvent considéré comme le meilleur. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, faire un petit résumé rapide pour que les gens qui n'aient pas vu le film justement puissent suivre un peu ce que je dis. Donc si vous aimez pas le spoil, et passez cette partie et surtout allez le voir, c'est vraiment très très bien. Au passage, je parlerai seulement de la version originale japonaise dans cette vidéo, puisque j'ai pas vu la version américaine ou européenne et qu'elle m'intéresse pas énormément. Sur ce, c'est parti pour Godzilla, de quoi ça parle. Le film se déroule après la Seconde Guerre mondiale, où un bateau de pêche, le Heikomaru, ne donne plus aucun signe de vie à l'exception d'un message d'alerte. Et donc pour chercher sa présence, il décide d'y envoyer un autre bateau, qui lui aussi ne donne plus de signe de vie et coule. Et pour régler la situation, le gouvernement décide d'envoyer un autre bateau, qui lui aussi subit le même sort, en découvrant des survivants du premier bateau de secours. Après ces événements, le gouvernement arrête d'envoyer des bateaux parce que faut pas déconner, ça coûte cher et que visiblement ça marche pas. Au même moment, sur l'île Dodo, les habitants ne trouvent plus aucun poisson dans l'océan et s'inquiètent des raisons du pourquoi, du comment les poissons disparaissent de la mer. Un sage de l'île vient alors à parler de Godzilla, une créature gigantesque et antique, ce à quoi tout le monde lui répond « Oui, c'est ça papy, prends tes médocs ». Sauf que quelques jours plus tard arrive le karma et une équipe de journalistes et de scientifiques trouve des empreintes géantes pleines de radioactivité, et Godzilla au passage. Voilà, donc la créature mythique, le géant de... Oui, bon, je vous vois critiquer derrière l'écran, on est en 1954, et en vrai, c'est incroyable, ok ? Bref. Tout le monde se pisse dessus, mais Godzilla décide de partir parce que c'est pas encore le moment de tuer des gens. Les journalistes et scientifiques font donc un rapport qui explique en gros que c'est la merde, ce truc est intuable, et que c'est à cause des missiles nucléaires. Ce à quoi le gouvernement dit qu'on devrait pas en parler au public, sauf qu'une femme dit que c'est pas bien de mentir, et l'État l'écoute et révèle la vérité. Alors autant le monstre géant je veux bien, mais qu'en 1954 un gouvernement accorde de l'importance au témoignage d'une femme, je trouve ça un peu tiré par les cheveux perso. Bref, le public apprend l'existence de la créature, et Godzilla décide donc de vivre pour les caméras, et fait un petit coucou dans la baie de Tokyo. Et ce serait pas le moment de parler des personnages. Ouais si, je crois. Alors on a le professeur Yamane, qui en gros est une sommité et s'oppose au conflit contre Godzilla, et cherche à l'étudier. On a un triangle amoureux entre un autre scientifique, Serizawa, qui est assez peu présent au début et se contente d'être un scientifique un peu mystérieux, qui est aussi amoureux et fiancé à la fille de Yamane, Emiko.
Et cette dernière, elle, éprouve un amour réciproque pour le général Hideo Ogata, qui lui fait partie de ceux qui veulent tuer Godzilla afin de préserver la paix. Mais pas totalement non plus, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Revenons donc au fil rouge, Emiko finit par apprendre la dernière invention de son fiancé Serizawa, qui est un destructeur d'oxygène. Une arme terriblement mortelle qu'il considère comme plus dangereuse que l'arme nucléaire, et ne veut donc en parler à personne. Emiko accepte de garder le secret, en tout cas pendant les 25 prochaines minutes du film. Et c'est le moment où Godzilla décide de revenir et de faire une attaque dévastatrice sur la ville de Shinagawa, avant de repartir. Sauf que le soir même, il rattaque. Et cette fois-ci, il y a des barbelés. Donc Godzilla s'en bat les couilles. Ok. Et je vais pas faire plus de vannes sur son attaque, ni même en parler plus, mais retenez une chose, c'est que la séquence dure longtemps, et spoiler alert, n'est ni drôle, ni ridicule. On en reparlera. Après les centaines de milliers de morts causées par la créature, Emiko va décider de parler de l'invention Serizawa à Ogata, qui va implorer au professeur de l'utiliser pour tuer le monstre. Serizawa, au début réticent, va finir par accepter, après qu'il assiste à une séquence de deuil national à la télévision. Peu de temps après, Serizawa et Ogata sont envoyés sous l'eau pour activer la machine. Toute la mission se passe bien, mais le professeur Serizawa, une fois sous l'eau, remonte Ogata à la surface et décide de se suicider avec son invention pour que personne ne puisse lui forcer à la refaire, sachant qu'il a brûlé la veille toutes les notes sur ses recherches. Le destructeur d'oxygène est donc activé sous l'eau, Godzilla n'y survit pas, et le docteur Serizawa disparaît en même temps que la créature. Le film se finit sur un chant de victoire, et surtout d'hommage à l'héroïsme de Serizawa, qui souhaite tout le bonheur à Emiko et Ogata, la dernière séquence nous montrant un petit discours du professeur Yamane qui rappelle que tant que les armes nucléaires existent, rien ne dit qu'un nouveau Godzilla n'arrivera pas. Voilà, ça c'était pour le scénario. Mais du coup maintenant on peut se poser des questions et y répondre, à commencer par... L'une des choses que j'apprécie le plus avec ce film, c'est à quel point aujourd'hui encore il est efficace, et se regarde très facilement sans avoir besoin de se remettre dans le contexte. Alors, je sais que certains vont trouver ça évident ou logique, mais un film ça vieillit, quoi qu'on en dise, comme toute chose. Certains films vont plus ou moins être difficilement regardables. Si je me considère comme quelqu'un de très ouvert et peu regardant sur l'âge ou l'esthétique, je sais voir quand un film a bien vieilli ou non. Enfin, j'espère. Mais ce film-là, il a beau avoir presque 70 ans, je connais peu de films qui vieillissent aussi bien que lui. Même les séquences de destruction avec Godzilla qu'on pourrait imaginer comme datées ou kitsch, elles le sont pas du tout. On est au contraire complètement dedans, scotché par la scène et tout ce qu'elle véhicule. Ce costume m'a plus convaincu que toute la phase 4 de Marvel, et quand même, c'est fort. Oui, elle était facile et gratuite celle-là. Sa réalisation, elle aussi, m'aura complètement entraîné dans l'intrigue. Et les personnages, je vais me répéter, mais bordel, les scènes de destruction de Godzilla sont épouvantables. Et c'est merveilleux. Chaque plan, chaque bruitage, la technique est vraiment incroyable. Alors, encore une fois, je parle évidemment dans le contexte d'époque, on va pas comparer ce film à des sorties d'aujourd'hui, mais le constat reste qu'après mon premier visionnage, je m'étais pris une bonne claque. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai vu 2 fois, et à aucun moment j'ai ressenti un quelconque poids des années, ou un besoin de me renseigner sur sa production pour pouvoir comprendre le cheminement derrière tout ça. Tant le film, aujourd'hui encore, frappe juste, fort, et le fait d'une main de maître. Le point d'ailleurs qui a le mieux survécu au temps, en plus de tout le reste, c'est justement ce que je vais aborder, les thématiques et le ton du film. La façon dont Godzilla fait passer ses messages, et les messages qu'il fait passer sont, je trouve, la plus grande qualité du film. Et le contexte de sortie du film, justement, y est pour beaucoup. Post-Seconde Guerre mondiale, après l'un des conflits, si ce n'est le conflit le plus abominable qui reste dans les mémoires, 2 bombardements qui ont ôté des centaines de milliers de vies en quelques instants, c'était une période très peu enclin à la joie et la bonne humeur. Et plutôt que de traiter de thèmes légers en voulant passer à autre chose, Ishiro Honda va décider de faire un film très pessimiste, ou du moins pragmatique, sur l'homme, sa monstruosité ainsi que les conséquences de ses actes. Le Godzilla de 1954 est empli de désespoir pendant les 2 tiers du film, voire même les 3 quarts. La majorité du film, on la passe à voir une inhumanité sans défense face à une créature sans faiblesse. Une créature qui, après avoir encaissé une ogive nucléaire, arme la plus puissante et terrifiante conçue par l'homme, et qui aura traumatisé le Japon en 1945, va décider de contre-attaquer en sortant de sa grotte. Vous l'aurez compris, et c'est très explicite, mais Godzilla est le symbole des traumatismes et peurs du Japon, qui ne veut plus jamais avoir à être confronté à des armes nucléaires. Le kaiju lui-même est une monstrualisation,
de l'arme nucléaire. Cherchez pas ce mot sur Google, je viens de l'inventer. Ce qui illustre le mieux cette peur, c'est les scènes où le monstre détruit des villes et massacre des milliers de personnes. Ces séquences sont longues, surtout une, elles ne sont pas là pour le spectacle, non. Elles nous mettent à la place du peuple japonais post-Hiroshima et Nagasaki, qui observe avec effroi la mort et la destruction causée par une arme que l'homme a créée et qui la dépasse aujourd'hui. Et finalement, la seule chose qui réussira à le stopper, c'est une arme encore plus puissante et dangereuse que le nucléaire. Ça va d'ailleurs me permettre de parler de la fin et du climax qui sont tout aussi brillants. Le docteur Serizawa et son invention auraient pu être un Deus Ex Machina qui sort de nulle part pour montrer une humanité triomphante face à la nature qui se venge des actions des hommes. Mais non, parce que le dernier acte de Serizawa est de tuer la créature, certes, mais surtout de se sacrifier. Non pas par véritable héroïsme, enfin un peu, mais surtout par peur. Peur que les hommes ne finissent par le faire parler sur son invention. Serizawa a si peu confiance en la nature humaine qu'il hésite malgré tous les morts causés par la créature à utiliser son invention pour sauver le monde, comme s'il considérait l'homme comme potentiellement plus dangereux que ce monstre lui-même. C'est qu'après la vision du Japon en deuil, la certitude que personne ne trouvera la moindre note sur l'invention, que le scientifique Serizawa choisira la mort par peur de l'humanité et son envie d'utiliser le progrès à des fins toujours plus dévastatrices. Et tout ça se conclut par un dernier dialogue du professeur Yamane qui dit que l'humanité n'est pas sauvée, et qu'un nouveau Godzilla pourrait faire son apparition tant que l'homme continuera dans cette voie. Malgré les applaudissements et la mort du monstre, Godzilla ne se finit pas bien. C'est à la fois une bataille physique, remportée contre la créature qui est morte, mais aussi une défaite morale. Après le suicide d'un scientifique qui préférera ne pas vivre, au risque que des personnes s'accaparent et exploitent sa découverte. Ce qui pourrait aussi être intéressant, et pourrait presque faire l'objet d'une autre vidéo, c'est de comparer ce film à un autre sorti 3 ans plus tôt, The Thing from Another World, de Howard Hawks et Christian Nyby, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo, plutôt sympa mais que je trouve un peu incomplète. Les deux sont des films de monstres, jusque-là c'est simple, mais l'opposition entre déjà les pays dans lesquels les films sont faits, le Japon et les États-Unis, change radicalement la donne. Le traitement de la menace ou bien encore la fin, qui sont presque deux antithèses, amènent également des points de vue différents. Alors après, les propos des films ne sont pas non plus identiques, mais certains parallèles peuvent être, je pense, intéressants. Mais bon, après en vrai on peut faire des parallèles entre énormément de films de monstres. Je pense qu'on peut également comparer ça à La Mouche, mais pas le film de Cronenberg, celui sorti avant. Tout ça pour dire que si j'aime beaucoup The Thing de 1951, notamment pour ses dialogues et son ambiance, je trouve que Ishiro Honda pose une claque bien plus grosse 3 ans après, en grande partie grâce à son contexte et à la façon dont il traite la menace qu'est Godzilla. Après, ça c'est que mon avis, et la vidéo n'est clairement pas un versus, et je vais pas plus développer. Mais je serais quand même très intéressé par votre avis sur les deux films, ou même un seul si vous les avez pas tous les deux vus. Si je suis loin d'être un expert en kaiju, et que je connaissais Godzilla que de loin via son image dans la pop culture et le film de 2014, tout ce premier film m'a donné envie de voir les 40 films du monstre. Oui, j'ai du travail et ça va être long. Et évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, mais j'ai pas abordé tous les points qui sont intéressants dans le film. Il y a énormément d'approches différentes à faire sur ce film, et n'hésitez pas à aller le voir et vous renseigner encore plus pour en apprendre toujours plus. Du côté des suites, je les ai pas encore vus, mais j'ai entendu pas mal d'échos dire que rien n'arrive à la cheville du premier, et que le reste ne sera qu'une exploitation d'une licence, en tout cas pour la plupart des films. De mon côté, je vous recommande le premier Godzilla, c'est vraiment un film qui a des choses à dire avec un message toujours autant d'actualité, et même plus qu'à l'époque, avec une réalisation et une intrigue incroyables. En plus de ça, c'est un film qui se regarde encore très bien, même pour les plus tatillons sur l'âge. Et en tout cas, c'est loin d'être un problème, et personnellement, je le range même dans ses qualités. Bref, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est un must-have à voir du cinéma japonais, et même du cinéma tout court. Et j'ai hâte à la fois un peu de découvrir la suite, et un peu peur aussi. Il est, je trouve, infiniment mieux que le film de 2014, qui malgré ses qualités n'est pas aussi percutant, et pour moi le film ne fait pas office que d'un simple divertissement. Il est un témoignage parfait représentant des problèmes de son époque, et aussi un peu beaucoup de la nôtre, qui n'hésite pas à rappeler des méfaits de l'humanité, et je vais arrêter les compliments là parce que sinon ça n'en finira jamais. Sur ce, j'espère que cette humble vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Et qui sait, peut-être qu'on reviendra sur Godzilla dans un futur plus ou moins proche. Plus loin que proche.